Avant de commencer, je voudrais demander la permission au coordonnateur, M. Ilela, s'il veut bien nous accorder juste une minute, parce que pas plus tard qu'hier, il y a eu de morts au Congo suite à un problème d'électrocution. Donc je vais demander à la salle si vous voulez bien garder juste une minute de silence. Merci pour votre collaboration. Merci. Que de morts, que de morts. Si ce n'est pas les guerres, c'est des problèmes de manque ou de mauvaise gestion de l'énergie, alors que l'énergie fait partie des résolutions que les parlementaires européens ont déposées sur la table de la Commission européenne. Donc les 17 et les 18, ils parleront aussi de l'énergie. Je suis heureux, Madame Poyo Kasavubu, pour cette conférence conjointe à laquelle vous avez demandé à la PARECO de participer, surtout en ces lieux. Et je vous remercie surtout aussi pour votre message que je suivi avec attention, un message percutant. Et puisqu'il y a un lien avec le service de presse de l'Union européenne, nous espérons vivement que ces messages puissent atteindre les personnes concernées. Mesdames et messieurs les journalistes, distingués invités, face à vous, je me tiens comme un résistant congolais, membre de la PARECO, et de ces faits, je ne ferai que reprendre ce que tout le monde a déjà entendu de la bouche de notre défunt président national, d'illustre mémoire, M. Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba. Bien que pour certains d'entre vous, ce sera un rappel ou du déjà entendu, mais je crois que cela en vaut la peine, vu le soubresaut que l'actualité politique congolaise du moment nous présente. Nous allons vous donner les différentes étapes qui ont contribué et continuent à contribuer à la descente aux enfers de notre pays. La République démocratique du Congo, depuis 25 ans, poursuit sa descente aux enfers à la suite d'une crise multidimensionnelle la plus coûteuse au monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, tant sur le plan humain que financier. Cette crise multidimensionnelle est essentiellement sécuritaire qui tire l'une de ses principales origines de la convoitise de certains de ses voisins de l'Est, dont particulièrement le Rwanda. Ce pays qui est en prise, au contraste d'une démographie galopante et d'une exiguïté frustrante de son territoire, a entrepris, depuis l'arrivée de Paul Kagame au pouvoir à Kigali en juillet 1994, une macabre série de 4 agressions militaires avec pour but de chasser de leurs terres ancestrales les populations congolaises autochtones de la région est de la RDC, particulièrement celles des provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu. Le but avéré de ces agressions répétées est d'occuper cette riche région de la RDC avec le soutien des multinationales et de l'annexer ensuite au Rwanda. Et pour y parvenir, le président du Rwanda, Paul Kagame, et les lobbies expansionnistes politiques rwandais ont opté carrément pour la stratégie d'instrumentalisation de la tension et de la confusion qu'ils créent et entretiennent à dessein au sein des populations du Grand Kivu. La stratégie de victimisation et des mensonges demeurant le principal modus operandi en vue d'atteindre leur objectif. Ces agresseurs se servent à cet effet des réfugiés tutsis rwandais exilés jadis au Congo et placés depuis 1959 sur les sites de Lemera, Mulenge et Katogo par les Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés. Les conséquences sont incalculables. Plus de dizaines de millions de morts, car plus de dizaines de morts, des centaines de milliers de femmes, d'enfants et de bébés violés et égorgés, des millions de Congolais autochtones spoliés et chassés de leurs terres ancestrales,
et la RDC en compte 2 millions de déplacés internes. Les pillages systématiques des ressources du pays par des armées des pays voisins, dont principalement celles du Rwanda et de l'Ouganda, au profit des plus de 80 multinationales dont la liste est connue de tout le monde. Et malgré la présence de la mission de la plus importante de l'ONU, depuis sa création, tant en nombre qu'en coût financier, la RDC poursuit inexorablement sa descente aux enfers. Et le monde se demande pourquoi. Pour nous, la réponse est simple et claire. C'est parce que, depuis le début de cette crise congolaise, on ne veut pas poser les vraies questions de fond pour donner de bonnes réponses et proposer des solutions adéquates. On évite de nous dire clairement quelles sont les vraies origines et les vrais objectifs de la crise qui a éclaté au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, depuis octobre 1996. Pourquoi la paix et la démocratie, maintes fois promises à corps et à cri, ne sont toujours pas au rendez-vous? Et pourquoi s'obstine-t-on surtout à répéter durant plus de 20 ans les mêmes erreurs en espérant obtenir un résultat différent? Si vous donnez sincèrement la peine d'essayer de répondre tant que faire se peut objectivement à ces deux questions, alors vous pourrez aisément appréhender le fondement de la démarche et du combat que mène la PARECO et l'ensemble de la résistance congolaise, qui, à vos yeux, semble prendre le contre-pied de la communauté internationale. La guerre de haute intensité qui a éclaté au Zaïre en octobre 1996 et qui se poursuit aujourd'hui sous forme de guerre de basse intensité, mais avec toujours des victimes congolaises ni entre les groupes politiques congolais en conflit. Autrement dit, la guerre que connaît la RDC depuis plus de 25 ans n'est pas une guerre civile. Il s'agit d'abord et essentiellement d'une guerre d'intérêts économiques entre les puissances occidentales qui se disputent entre elles le contrôle des immenses et scandaleuses ressources dont regorge la République démocratique du Congo. Il s'agit d'une guerre d'occupation, avec comme objectif la balkanisation de notre pays. Ces projets ne datent pas d'hier. La convoitise de nos richesses par les puissances internationales n'a pas commencé en 1996. C'est cela la vérité de fond, qu'on essaye de camoufler dans la recherche de solutions. Pourtant, les preuves historiques sont là. Mesdames et messieurs les journalistes, distingués invités, la guerre qui a éclaté au Zaïre n'était donc pas, comme nous venons de le voir, une guerre civile pour instaurer une quelconque démocratie au Zaïre, même si les commanditaires de cette guerre ont surfé sur le mécontentement social du peuple zaïrois et des militaires de phase, forces armées zaïroises, pour leur faire croire que les auteurs de cette guerre étaient des libérateurs qui allaient les délivrer de la dictature de Mobutu. Cette ruse-là ne change absolument rien aux véritables motivations de la guerre, ni à l'identité réelle de ses commanditaires. Et après avoir chassé Mobutu, les commanditaires de cette guerre ont éliminé Laurent Désiré Kabila qui avait joué le rôle de cache-sexe de la face réelle de cette agression. Le musée avait eu l'outrecuidance de dénoncer l'une des plus horribles supercheries de notre temps. Il fut pour cela tué et remplacé par un Kadogo, car il n'est devenu officier que plus tard de l'armée rwandaise, Hippolyte Kanambe, qui a dit qu'ils ont eux-mêmes allumé. Et comme on devait s'y attendre, les dirigeants politiques de ces pays n'allaient pas se faire harakiri en se pointant eux-mêmes du doigt comme étant les commanditaires du conflit armé. Nous sommes amenés à nous demander comment peut-on comprendre un seul instant que les ONU là ne parviennent pas à neutraliser les forces dites compétences, des négligences ou des complicités. Quid de l'application du rapport Mapping? Mesdames et messieurs les journalistes, distingués invités, la vérité est qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est un no man's land où le peuple congolais vit comme un étranger sur son sol natal. Et cela nous a fait comprendre que dans l'esprit de plusieurs pays membres de la communauté internationale,
le Grand Congo garde encore son statut de terra nullius, qui lui a été accordé par les puissances qui l'ont créé en 1885. Mais nous pensons que ce temps-là est révolu. Nous savons que certains parmi vous nous rétorqueront que nous nous occultons la part importante des responsabilités qui incombent aux Congolais eux-mêmes, à leurs dirigeants politiques, à leurs élites scientifiques et religieuses, à leur jeunesse. Loin de nous toute intention d'escapade. Nous sommes parfaitement conscients du laxisme et de la médiocrité de la grande majorité de la classe politique et de l'élite congolaise. L'APARECO a, à plusieurs fois, stigmatisé le degré élevé de corruptibilité, de versatilité, d'infantilisme, d'immaturité et d'immoralité qui caractérisent l'élite de notre pays. Mais pour cette circonstance-ci, nous avons choisi de nous adresser particulièrement à la communauté internationale. Autrement dit, à ces puissances économiques et politiques qui dominent le monde aujourd'hui, qui vont se réunir les 17 et les 18 février ici à Bruxelles, et qui font la pluie et le beau temps, particulièrement dans nos pays d'Afrique au sud du Sahara, pour leur relever la part importante des responsabilités qu'ils portent dans la situation de crise dans notre pays, et les inviter surtout à rectifier les tirs. Mesdames et messieurs les journalistes, distingués invités, la RDC est considérée aujourd'hui comme un non-État où n'importe qui entre, vole, viole, tue, pille et sort tranquillement sans être inquiété. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'actuel président du Congo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, avait décrété en date du 30 avril 2021 l'état de siège dans la partie est de la RDC. Cet actuel président, dans vos commentaires sur son élection, en disait long sur la démocratie que vous avez tenu à nous imposer. Vous êtes allé jusqu'à parler d'alternance. Ne vous y trompez donc pas. La planète Terre sait que l'alternance démocratique n'a jamais eu lieu dans notre pays. Car, dans l'entendement politique et scientifique du terme, l'alternance politique se produit lorsque le parti appartenant à des courants différents se succède au pouvoir. Il ne s'agit pas ici de coalition ni de cohabitation, mais il s'agit bel et bien de succession. En pratique donc, l'alternance consiste au renversement de la majorité politique lors d'élections présidentielles ou législatives. Telle est l'acception universellement admise de l'alternance démocratique. Or, chez nous, en République démocratique du Congo, notre situation politique ne correspond en rien avec la notion d'alternance démocratique. D'abord parce qu'il n'y a pas eu d'élection réellement démocratique, et ensuite parce qu'il n'y a pas eu succession d'une nouvelle majorité à une ancienne. C'est l'ancienne majorité qui, ayant perdu les élections, a fait appel à un autre groupe politique qui lui aussi avait perdu les élections, mais qui a accepté de signer un accord secret pour maintenir l'ancienne majorité au pouvoir en échange d'un poste honorifique de la présidence de la République, mais sans l'effectivité du pouvoir. Pour revenir à l'état de siège, plusieurs sources ont dénoncé le fait que les opérations militaires étaient sabotées par Joseph Kabila et Félix Antoine Tshilombo, au point qu'un officier militaire qualifiera cet état de siège de mascarade pour enrichir les commandants, car, disait-il, certains officiers sur le terrain continuaient de recevoir des ordres de Kabila. Certainement dépassé par les événements, Félix Antoine Tshilombo avait appris à ses dépens que contrairement au nombre que lui fournissait son état-major sur l'effectif des hommes en armes, la FARDC, Force armée de la République démocratique du Congo, n'était que l'ombre d'elle-même. Pire, il avait parlé de la mafia au sein de FARDC, tout en gardant en place les acteurs de cette même mafia. Nous nous devons ici
de vous rappeler ce que nous considérons comme des paroles prophétiques prononcées par le feu Honoré Ngbanda, président national de la PARECO, avant de nous quitter, au sujet des missions qu'avait à accomplir Félix Antoine Tshilombo pour faire les lits de la balkanisation. Il s'agit de blanchir les occupants et leurs collabos. 2. D'endormir le peuple congolais. Et 3. Enfin, de concrétiser la balkanisation. Félix Antoine Tshilombo, pour qui une partie des Congolais avait acclamé son accession à la tête de la RDC, s'est mué en liquidateur consciencieux de son propre pays en signant à tout vent tout accord lui présenté par ses maîtres. Tenez, les accords bilatéraux signés tour à tour avec Kagame du Rwanda, Museveni de l'Ouganda et Ndayishimiye du Burundi découlent en réalité des fameux accords de l'Émirat et ceux qualifiés d'accords cadres d'Addis Abeba. Félix Antoine Tshilombo ne fait que parachever ces accords en apposant sa signature lors du sommet quadripartite de Goma le 7 octobre 2021. Quand nous pensons que des milliers de Congolais se réjouissaient du fait que, cette fois-ci, un de véritables fils du Congo était placé à la tête de la RDC. Voilà pourquoi la PARECO qualifie Tshilombo de liquidateur de la RDC. Souvenez-vous que dès octobre 2019, en présence de la MONUSCO et de l'AFRICOM, les chefs d'état-major des armées du Rwanda, Ouganda, Burundi et Tanzanie s'étaient retrouvés autour du général Mbala Moussense, chef d'état-major des FARDC, pour mettre en place à l'est de la RDC un état-major intégré composé des troupes d'élite de chacun des pays ci-haut cités. L'objectif présenté au monde entier était d'éradiquer les groupes armés étrangers dont les ADF ougandais, les FDLR rwandais et les raids Tabara burundais et du côté congolais les Maï-Maï. Vous remarquerez, vous qui vous considérez comme des experts des dossiers africains, que les Goumino rwandais qui sévissent à Minembwe ne figurent pas sur cette liste. Cette initiative a été étouffée dans l'œuf. L'ordre de Kampala était clair. Son représentant ne devait pas paraffer cette collaboration. C'est là que la non-maîtrise de la géopolitique par Félix Antoine Tshilombo, critiquée en interne par certains députés FCC, s'est avérée catastrophique pour la RDC. C'est d'ailleurs là une des causes principales de la rupture de la coalition CACH-FCC en décembre 2019. En effet, pour s'être opposé au plan Kagame de légaliser la présence de son armée à l'est de la RDC, Kagame ordonna à Tshilombo de rompre son contrat avec le FCC, d'où la création de la fameuse Union sacrée. Sans savoir qui s'est fait emprisonner par Kagame, ces mêmes députés, déjà infiltrés par les Rwandais, serviront des canaux par lesquels passeront les injonctions de Kagame qui feront de Tshilombo son porte-parole institué. Cette non-maîtrise de la géopolitique, renforçant son rôle de liquidateur dont on a fait allusion si haut, nous la retrouverons encore lors de son premier déplacement en tant que président de la RDC en Ouganda. Comme un novice, on lui fera signer des accords qui ne profiteront pas à son pays, dont le fameux réseau routier, sans oublier les accords sécuritaires pour la paix à l'est de la RDC. Museveni, sournoisement, avance ses pions dans l'objectif de la balkanisation, surtout quand on sait qu'une bonne partie de l'Ituri est occupée par ses troupes. Prétextant un attentat des ADF sur le sol ougandais, Museveni conclura des accords avec Tshilombo Félix pour combattre les ADF sur les territoires congolais. Encore un autre moyen ou subterfuge pour s'installer au Congo. La balkanisation s'étend. Pendant ces temps, côté congolais, on fait le choix d'endormir le peuple congolais via le porte-parole du gouvernement, M. Mouyaya, et le général Kassongo, qui viendront démentir la présence des troupes étrangères sur le territoire congolais. La vérité étant connue de tous. Nous croyons, mesdames et messieurs les journalistes, distingués invités, que l'heure
est venu où on doit reconnaître au peuple congolais les droits de disposer de son territoire conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies. Voilà pourquoi la PARECO et tous les résistants congolais sont déterminés à mobiliser le peuple congolais pour sa prise de conscience. Car l'esclavage ou toute autre forme de soumission servile à l'exploitation et à l'humiliation d'un peuple relève d'abord de son état d'esprit. C'est pour cela que Mahatma Gandhi a dit, je le cite, « À l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent. » Fin de citation. En effet, la vraie liberté d'un homme, la véritable souveraineté d'un peuple ne peuvent se concevoir qu'au travers d'un changement radical de mentalité et d'attitude. Voilà pourquoi la PARECO a choisi de ne pas se taire. Ainsi, depuis sa création le 4 juin 2005, elle informe et forme le peuple congolais pour l'amener à son réveil mental, à sa prise de conscience et à sa mobilisation politique. Ainsi donc, la PARECO se retourne résolument vers le peuple congolais, le souverain primaire, pour lui demander de ne plus rien attendre de cette classe politique congolaise sclérosée par la corruption, l'égoïsme, l'avidité et l'hypocrisie. De ne plus suivre leurs appels farfelus d'organiser des marches pour les élections ou des journées dites de ville morte dans un pays déjà mort lui-même, dixit Félix Tshilombo. Car ces manifestations ont fait couler inutilement le sang de nos enfants sans pour autant stopper le processus d'occupation et de balkanisation de la RDC qui est en passe de concrétisation. De s'assumer désormais pleinement en adoptant la seule dynamique restée aujourd'hui valable, celle du soulèvement populaire, non pas pour réclamer les élections transparentes et crédibles qu'il n'aura jamais avec les collabos et leurs complices, mais pour débarrasser la RDC de toutes les présences des forces d'occupation et de pression étrangères. C'est la condition sine qua non à tout processus de démocratisation véritable dans notre pays. De se joindre pour cela aux forces patriotiques de la résistance au sein de la diaspora congolaise, en vue de s'organiser en réseau de résistance à l'intérieur du pays, avec pour but d'entreprendre plusieurs actions de résistance dont la désobéissance civique qui doit conduire à la paralysie et à la chute des institutions scélérates en RDC. C'est une arme pacifique, mais hautement redoutable si elle est bien usitée par l'ensemble de la majorité du peuple congolais. Mesdames et messieurs les journalistes, distingués invités, pour terminer mon exposé, je voudrais ici lancer l'appel de la PARECO à la classe politique de notre pays. Sachez, nos frères, que nous sommes seulement de passage sur la terre des hommes. Et chacun de nous est appelé, durant sa courte vie sur cette terre, à poser une brique. Sa brique qui doit contribuer à l'œuvre de l'édification de l'histoire du monde. Cette brique, c'est le sacrifice que nous consentons pour les générations futures. Car ces générations nous jugeront demain, non en fonction des milliards que nous aurons amassés dans nos comptes en banque, mais en fonction du sacrifice que nous aurons consenti pour qu'elles connaissent un mieux-être. N'oublions donc pas que tôt ou tard, l'histoire nous jugera tous. À la jeunesse congolaise, dont je considère faire partie aussi, la PARECO voudrait vous dire que vous êtes les Congolais de demain. Pour cela, vous devez vous mobiliser pour la construction du Congo d'aujourd'hui. Vous ne devez pas vous comporter en spectateur et attendre que d'autres personnes se battent à votre place pour l'avenir et le devenir de votre pays, la République démocratique du Congo. Vous ne devez pas vous limiter à pleurer sur les échecs et les erreurs des générations qui vous ont précédés. Car le Congo sera demain ce que vous aurez fait de lui aujourd'hui. Battez-vous pour l'avènement de la démocratie dans votre pays, mais prenez surtout soin de ne pas jeter les graines de la démocratie sur la terre aride de l'occupation. Dégagez d'abord
cette terre rocailleuse et sablonneuse de l'occupation pour la remplacer par celle riche en humus de l'intégrité de nos frontières, de la dignité de chaque citoyen et de la sécurité de nos biens. C'est sur ce terrain-là seulement que vous jeterez les semences de la démocratie pour vous-même et pour votre postérité. Notre appel aux dirigeants politiques des pays africains. Nous voudrons leur dire notre peine et notre douleur de voir comment plusieurs parmi eux contribuent activement et cyniquement à la misère du peuple congolais pour des raisons bassement d'égoïsme et de cupidité. Nous savons que certains dirigeants souhaitent même que la RDC demeure dans cet état de morosité et de déliquescence parce qu'ils craignent que sa résurrection et son ascension éclipsent demain leur pays. Nous leur disons qu'ils ont tort, car avec ou sans eux, la RDC se redressera sous l'impulsion de sa jeunesse et de son peuple. Et à ce moment-là, leur propre peuple leur en voudra à cause du mauvais choix qu'ils ont fait, celui d'avoir refusé de voler au secours du Grand Congo quand il était malade. Nous interpellons ici le président rwandais Paul Kagame. Point n'est besoin de vous rappeler la prédication du pasteur Ekofou, il y a 5 ans de cela, lors de l'anniversaire de la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ne perdez pas de vue que la route tourne, la roue de l'histoire continue à tourner irréversiblement. Et si hier et aujourd'hui, les circonstances vous ont été favorables, au point de vous faire bénéficier des complicités internationales qui vous ont permis d'envahir la RDC, de décimer son peuple, de piller ses richesses, sachez que demain, cette même roue de l'histoire vous placera dans une position où vous aurez cette fois des comptes à rendre. Et sachez que le Grand Congo, avec ses 70 millions de Congolaises et de Congolais, se mettra bientôt debout et comme nous aimons bien le répéter, tel un éléphant, son débarrage sera peut-être lent, mais lorsqu'il aura pris son élan, alors plus rien ne saura se mettre sur son passage pour le stopper. Et ces temps-là arrivent bientôt. Quant à la communauté internationale qui nous suit en ce moment, qui se prépare à une rencontre dite cruciale pour l'Afrique, et particulièrement aux puissants pays industrialisés du Nord, la PARECO tient à vous rappeler que les Congolais ne sont pas des xénophobes ni des idiots. Nous savons que depuis 1885, vos pays vivent et se développent grâce aux immenses ressources de nos terres. Nous savons aussi que l'indépendance nominale que vous nous avez accordée en 1960 n'a rien changé de votre détermination d'exploiter unilatéralement nos richesses sans contrepartie équitable. Nous savons aussi que pour perpétuer cet état d'injustice, vous avez toujours eu besoin de placer à la tête de nos pays des marionnettes qui devaient servir vos intérêts plutôt que ceux de nos peuples. Mais nous pensons que ce temps-là est révolu. Sans verser dans l'animosité et la rancœur destructrice, nous pouvons plutôt envisager d'instaurer un nouvel équilibre d'intérêts dans nos rapports. Car le temps est venu où vous devez sincèrement accepter l'instauration d'un nouveau rapport de force et d'intérêts qui tienne réellement compte des intérêts de vos enfants et de nos enfants. Sinon, nos enfants, spoliés et révoltés, emprunteront demain, d'eux-mêmes, tous les chemins légaux et illégaux pour atteindre vos pays, où ils savent que leurs richesses ont été indûment emportées. Et les vagues d'immigration illégale que vous réditez aujourd'hui, exposées tout à l'heure par Mme Poyo Kassavou, repris par Mme Baya ici présente, deviendront demain des préjugés et des complexes de supériorité ou d'infériorité. 25 ans diront, vous avez voulu camoufler vos erreurs commises en RDC en déformant la réalité de l'histoire. Et pour cela, vous avez orienté le peuple congolais vers des solutions qui montrent aujourd'hui leur vacuité et leur incapacité à stopper la descente aux enfers de toute une nation.
Les saluts pour le peuple congolais ne résident que dans votre courage de revenir à la vérité, de corriger vos erreurs et de répartir sur de bases nouvelles, celle du droit de chaque peuple à disposer de son pays, de ses richesses et de son avenir. Mesdames et messieurs les journalistes, distingués invités, j'arrive à la fin de mon exposé et je vous remercie pour votre patience et votre attention. Merci.